Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre partenaire, Constellation, qui nous accueille. C'est un festival exceptionnel de culture numérique, d'art numérique et de création. Pour en parler, on va recevoir Patrick Thiel, qui est adjoint au maire de Metz en charge de la culture et qui est un grand supporter du KIF depuis le début. Donc je le remercie ici. Et puis Jérémy Bello, avec lequel on a travaillé de longs mois, parce qu'il est à la fois le curateur de Constellation et aussi lui-même un plasticien et un artiste. Parfois aussi le reste du temps un architecte. C'est un plaisir parce que quand le KIF a commencé à réfléchir et a découvert, parce que je ne connaissais pas Constellation, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie communauté d'intérêt, une capacité à innover, et puis surtout beaucoup de gens en action, très positifs. Alors je voudrais, pour fixer le décor, Patrick, que vous nous expliquiez pourquoi la ville de Metz, qui est aussi notre partenaire, a investi, a construit Constellation. Bien, je dirais déjà par intérêt évidemment de tout ce qui touche le numérique. La ville s'est engagée sur les nouvelles technologies depuis fort longtemps, depuis 1971, 1972 à peu près. Et on voit bien qu'aujourd'hui, derrière le numérique, qui était avant tout de la technique au départ, est venue, je dirais, l'économie, la science et puis l'art maintenant, et que c'est complètement assumé. Alors si vous me demandez pourquoi on s'engage là-dedans, je dirais en raison d'un déficit d'image. Je crois que le différentiel entre la beauté d'une ville et sa connaissance internationale, mais même nationale, fait qu'il faut que nous travaillions absolument là-dessus, parce qu'on aime tellement notre ville qu'on voudrait qu'elle soit découverte par le monde entier, et je crois que ça marche. Il y a un patrimoine exceptionnel à Metz. Alors c'est la liaison effectivement entre le patrimoine et ces nouvelles technologies, et c'est un moyen pour certains qui ne connaissent pas ce patrimoine de le connaître, attirés qu'ils sont par ces œuvres numériques, mais aussi peut-être au reste de la France. Alors c'est assez paradoxal. D'abord, je dirais qu'on a, et dans l'ordre d'apparition, si vous me le permettez, un patrimoine italo-franco-allemand. Italien parce que la ville a connu, je dirais, sa liberté de république messine, puisque c'est ce que nous étions dans le Saint-Empire romain germanique, mais jamais de langue germanique, jamais, sauf quand on nous l'a imposé, évidemment, mais à des époques beaucoup plus récentes. Et puis français, un peu plus français qu'ailleurs, c'est-à-dire c'est le classicisme qui domine, et bien sûr pas le baroque qu'on connaît dans toute l'Europe. Et ce classicisme est encore plus classique, si vous me permettez cette expression, renforcé par l'esprit militaire qui a été celui de la ville à partir de 1552, son rattachement au royaume de France. Et puis enfin, le patrimoine germanique qui a été imposé, je dirais surtout par Guillaume II, lors de cette annexion à partir de la perte de l'Alsace-Moselle, qu'on appelait l'Alsace-Lorraine, à partir de 1870. Et nous avons un tel patrimoine intéressant sur ce plan du germanique que pendant longtemps, on n'osait pas le regarder. Mon grand-père, quand je passais devant la gare, me disait « ne regarde pas, c'est moche parce que c'est Bosch ». Et je ne parle pas de la marque, bien entendu. Oui. Et aujourd'hui, cette gare parfaitement germanique et par le vote populaire des internautes, est depuis 3 fois la plus belle gare de France. C'est vrai que revanche. Quand on arrive à Metz, à la gare, on est surpris par cette architecture qui n'a rien à voir avec celle à laquelle on est habitué en France, et qui est en même temps forte parce qu'elle est au cœur avec toute une architecture aussi qui est héritée de l'Empire allemand. Et puis quand on va de l'autre côté, on arrive sur le centre Pompidou. Voilà. Il y a les deux faces, cette modernité, tout ce nouveau quartier qui pointe vers le centre Georges Pompidou. Ce centre Pompidou dans lequel nous sommes. Donc voilà, donc ce patrimoine est riche, mais il n'est pas connu. En plus, on est une des villes les plus vertes de France et engagée dans l'écologie urbaine, si j'ose dire, dès les années 70, ce qui était à l'époque, je dirais, encore pas du tout un parti politique, encore moins, mais qui était une science. Et on a inventé ici, par Jean-Marie Pelt et Roger Klein, ce qu'on appelle l'écologie urbaine, c'est-à-dire une autre conception qui tournait le dos à ce que faisaient toutes les villes de France, y compris Metz, qui était cette rénovation urbaine qui a suivi l'après-guerre et qui consistait d'ailleurs à détruire des quartiers souvent historiques au profit de la nouvelle architecture. Donc c'est une ville créative et durable. C'est une ville qui fait dans la créativité, notamment en numérique, et puis qui respecte l'environnement en même temps et qui le met en valeur. Jérémy, toi qui es architecte de formation, mais qui est aujourd'hui aussi plasticien, comment est-ce que tu as découvert la ville de Metz ? Alors, par ma proximité géographique, j'étais résident pendant quasiment 10 ans à Strasbourg. Et j'ai été invité par le festival il y a quelques années à présenter plusieurs œuvres
dont une collaboration avec le musée de la Cour d'Or sur un projet qui s'appelait Bestiaire Céleste. Ah oui, donc déjà avec un musée. Des coupoles par un dispositif multiprojection et l'inauguration de la rénovation du musée de la Cour d'Or, qui est un lieu magnifique. Et une très belle rencontre aussi avec M. Brunella, avec qui on a travaillé. Qui est venu tout à fait, qui est sur ce plateau. Et qui est un grand partenaire du projet Constellation, qui du coup accueille une œuvre cette année de Laszlo Bordos sur la cour arrière, sur la cour du grenier de Chèvremont. Donc c'est quelqu'un qui aussi fait évoluer l'architecture de son musée. Oui, il est venu nous le raconter hier avec l'ambition sur la biodiversité. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup de cohérence finalement dans cet acte à la fois moderne et en même temps qui respecte l'héritage en fait de la ville. On va peut-être regarder le film sur Constellation. On a un petit film qui a été fait, j'imagine, par vous, voilà, qui permet de comment dire, vivre, en tout cas de ressentir ce qui se passe quand on déambule et on voit ce côté spectaculaire, le film. Donc on a vu la cathédrale Saint-Étienne illuminée. C'est le clou du spectacle Constellation qui a lieu partout dans la ville. Toi qui en es le curateur, comment est-ce que tu construis cette... Alors, c'est vrai que la cathédrale, c'est un point de rendez-vous. Hein. C'est vrai qu'il y a un phénomène habitus autour de ce lieu. Il fait partie du parcours, c'est une des pièces maîtresses, évidemment. Et puis, pour beaucoup de gens, c'est la porte d'entrée sur le festival. Le parcours est une boucle qui aussi intègre cette cathédrale, pas forcément comme un point de départ ou comme un point de chute, mais vraiment comme une des œuvres du parcours. Avec un mapping absolument spectaculaire. Oui, réalisé par Vincent Masson, qui du coup a fait évoluer son travail depuis 2 ans, notamment avec ce petit saut de puce sur 2019. Sur 2020. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est une autre manière d'augmenter la cathédrale par le pixel et puis aussi de se positionner en tant que ville innovante sur la mise en place d'un mapping grand public mais qui reste contemporain. On a l'habitude de voir dans les villes des sons et lumières revisités. Ici, il y a un vrai parti pris assez fort de la ville que j'accompagne pour mettre en place des projets plus contemporains. Donc toi, tu fais la curation de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont choisis, puis il y a un appel à projet international. Tout à fait. Alors, on a mis en place cette année une nouveauté, l'appel à projet international sur l'église Saint-Clément, peut-être qui se prolongera l'année prochaine, peut-être sur un autre site. L'enjeu, c'était de s'ouvrir à l'international. On sait comment fonctionne la municipalité en termes de production, la logique des marchés publics, etc. Donc l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à des créateurs qui n'ont pas forcément accès aux passerelles administratives françaises pour pouvoir répondre au projet. Donc c'est européen, c'est mondial, c'est international. Oui, tout à fait, avec des réponses qui ont une quarantaine de propositions qui sont venues du monde entier. Et dont on a sélectionné 10 œuvres qui sont présentées sur la façade de l'église. Je crois qu'on doit pouvoir montrer des photos de la sélection qui nous ont été fournies pour que ceux qui ne l'ont pas vu mesurent cette ouverture. Ça se voyait un peu dans le film, mais c'était un clip qui allait très très vite. Oui. Peut-être qu'on le repassera d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui est très frappant quand on déambule dans Metz, c'est vraiment il y a des surprises. Hein. On arrive dans des lieux qui sont classiques, vraiment le classicisme, et puis tout d'un coup on se retrouve plongé dans un univers, notamment dans cette installation,
dont on parlait tous les deux tout à l'heure, qui est à l'intérieur d'un temple, je crois, oui, où deux ordinateurs se parlent à coups de rayons laser, hein, je caricature. Est-ce que tu peux raconter cette expérience? Et puis quand les images seront lancées, tu pourras, et d'ailleurs Patrick aussi, les commenter. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est la thématique de cette année, la thématique de l'eau dans l'espace qui a guidé les artistes. Une logique autour de l'eau dans l'espace comme une ressource à préserver ici, et puis une source de fantasme. On retrouve bien le côté durable et créatif. Tout à fait. Et puis le positionnement de la ville et son rapport à l'eau qui est très important, la question du reflet, du mouvement. Le fleuve. Un fleuve qui traverse la ville. Et des œuvres qui vont être présentées de part et d'autre de ce fleuve, avec comme support l'architecture de cette ville. Sur Exo, on a Exo, une vraie... je cherchais le nom de la... Donc c'est Playmode Studio, qui est un studio espagnol qui a travaillé notamment sur des grosses installations, notamment sur Day and Night à Houston, qui est un studio très innovant, qui travaille sur ce projet sur l'intelligence artificielle, qui fait communiquer, finalement, qui travaille sur la question du langage. Eux, la vie ailleurs, l'eau dans l'espace, ça leur a vraiment inspiré la question de la vie cosmique, d'une existence d'un langage. Ils ont fait travailler, ils ont créé un logiciel pour pouvoir contrôler cette installation. Et on retrouve dans ce lieu qui est encore sacralisé, puisque ce qui est intéressant, c'est je dirais de travailler dans des lieux qui ne sont pas forcément désacralisés. Donc il y a une vraie communication avec les instances dirigeantes du lieu. Donc c'est très intéressant. Mystique. Tout à fait, ça a une dimension mystique, évidemment. Et puis, comme le disait Patrick, ça permet aussi à des gens qui ont un rapport à l'architecture particulier, qui des fois traversent la cité ou la ville sans lever les yeux, de forcer le regard, d'attirer le regard. On sait la puissance de la lumière, la puissance du pixel, que ce soit la lumière naturelle, mais aussi la lumière artificielle. Et puis ici, on vient mettre un coup de projecteur sur l'architecture et on vient aussi forcer le public à rentrer dans ces lieux et à les découvrir autrement. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément à Constellation, c'est que, bon, ici on parle d'immersion, il y a beaucoup de tentatives de nous imposer une technologie, hein, un casque, des oreilles, bon, c'est bien aussi, hein, je ne critique pas, mais ce qui est formidable dans cette déambulation immersive, c'est qu'en fait on lève la tête naturellement, on n'a pas besoin, on a besoin d'avoir ses sens, mais ce sont les dimensions qui donnent tout d'un coup de la puissance. Est-ce que ça a été voulu par la ville? Ça s'est construit avec le tourisme ou avec les artistes, avec la création? Bien entendu, bien entendu. Mais je voudrais dire aussi que ce coup de projecteur, c'est le cas de le dire, puisqu'on est dans le numérique, ne concerne pas seulement le parcours nocturne. Et il y a deux parcours de jour, diurnes, qui sont extrêmement intéressants, avec des artistes qui, là aussi, font des projets et les installent. On a d'abord un parcours art et jardin, avec des œuvres assez stupéfiantes qui revisitent l'architecture. J'en veux pour preuve cette porte des Allemands, qui est assez emblématique, où on a l'impression que ça devient un château de fées maléfiques d'ailleurs. Alors certains imaginent que le Graouli, qui est un peu notre personnage emblématique, vit aujourd'hui là-dedans, avec ses griffes, etc. Donc ça, c'est intéressant. On a Mets-toi au vert aussi, mais c'est METZ, c'est-à-dire Messe-toi au vert, qui est installé sous forme végétale sur les remparts militaires. C'est quand même un sacré changement. Et je dirais que tout ce parcours existe, c'est ce qu'on appelle art et jardin. Et puis il y a aussi un autre parcours qui est le street art. Je trouve que c'est une forme d'art qui a acquis ses lettres de noblesse, on ne le sait pas assez, en Europe et notamment en France, venu évidemment de la contestation américaine, hein, d'abord c'était un mouvement, mais qui a ses lettres de noblesse, je dirais, de grands artistes français se sont intéressés à cette forme d'art, au point où quelquefois on déménage les murs d'ailleurs pour les mettre dans les musées, c'est tout dire, hein, il perd un peu sa fonction du coup. Et ce parcours street art est néanmoins relié à cet aspect numérique, puisque nous disposons sur nos smartphones, etc., d'applications qui permettent de voir autrement ce parcours street art et ce qu'on appelle la réalité augmentée et l'œuvre du coup prend un autre aspect. Donc tout ça se combine et donc voilà, il ne faut pas passer seulement ses nuits à Metz, il faut passer aussi ses jours et comme les parcours sont très longs,
parce que c'est sur plusieurs Ah kilomètres. oui, oui, ça c'est un point important. Il y a beaucoup d'œuvres et il faut déambuler avec l'application ou avec un plan papier pour les découvrir. On a une très belle plaquette. Alors je rappelle quand même qu'au moment où nous parlons, nous allons avoir ce soir et samedi soir les dernières représentations. Voilà. On peut encore venir prendre le train. On peut encore venir, on prend sa voiture. On prend ce petit manuel qui est très bien fait parce que tout ce qui est le parcours de nuit, c'est noir, et tout ce qui est le parcours de jour, c'est les pages blanches. Voilà. Donc, mais il faut se dépêcher, quoi. Donc ceux qui nous regardent ou nous écoutent, ils ont intérêt à venir à Metz rapidement. Voilà. Je pense qu'on pourrait passer les photos. En principe, on doit passer un carrousel de photos. Voilà. Donc ça, c'est le fameux mapping, la cathédrale Saint-Étienne. En beauté, on peut les passer les unes derrière les autres, à moins que tu souhaites les commenter. Hein. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est la dynamique autour de cette cathédrale. Évidemment, il y a le mapping, donc la projection vidéo, et puis il y a aussi une mise en place d'un système de lumière automatisé. Donc on a vraiment une dimension, je dirais, dynamique, et surtout la 3D du bâtiment est révélée par la lumière artificielle qui est posée dans des interstices, dans les contreforts, dans des lieux très subtils. Ça donne vraiment une autre dimension. Et la cathédrale a 8 siècles, hein, et là, tout d'un coup, elle est, on dirait un vaisseau spatial. C'est-à-dire que, par exemple, la rosace, on la prend dans la figure, si vous voulez, parce qu'il y a des moments où elle est... D'ailleurs, c'est toujours frustrant à voir en photo ou en vidéo, parce qu'on dit toujours, mais en fait, j'ai vu autre chose. Enfin, oui, parce qu'il y a le phénomène d'anamorphose qui est important, notamment sur Morphosis, puisqu'il a décidé, alors ça marche plus ou moins bien en fonction des points de vue, mais il a décidé vraiment de travailler cette question de l'anamorphose, et comme le disait très justement Patrick, d'avoir... alors il y a un point de vue qui marche vraiment très bien, comme toujours quand on est dans un 3D, on n'a pas la technologie qui est ici qui nous permet d'avoir le changement de perspective automatisé. Donc on a vraiment un point de vue axial qui marche très très fort, notamment quand on est en contre-plongée. Donc là, ça c'est une autre installation. Oui, en partenariat avec la région. Ce qui est intéressant, c'est d'occuper ces deux espaces à l'hôtel de région. C'est une rencontre entre un artiste strasbourgeois et puis un duo de musique électronique messin. Ce qui est intéressant avec cette rencontre, c'est justement l'enjeu du projet. Deux artistes qui ne travaillaient pas ensemble, j'ai décidé de les faire se rencontrer autour d'un projet en plus qui fait sens puisqu'on est à l'hôtel de région. Et ils ont livré une œuvre de très grande qualité sur un artiste qui est vraiment un artiste émergent. Donc c'est aussi ça, Constellation, c'est la possibilité de se faire rencontrer des gens qui sont déjà des gens qui ont une carrière dans les arts technologiques ou les arts numériques, et puis d'autres qui sont des artistes émergents. Et nous, on a un devoir en tant que collectivité aussi de pousser ces artistes à créer. Ça, c'est un point aussi extrêmement important. Et la région, j'étais conseiller régional jusqu'il y a très peu de temps, puisque je n'ai pas souhaité me représenter, et dire, par exemple, l'œuvre qu'on voit actuellement à l'écran, c'est une œuvre qui est achetée par la région. Voilà, c'est ça. Et qui est mise en perspective dans ce très beau cloître, du coup classique et du coup du XVIIe siècle. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi à la région Grand Est de faire ensuite circuler cette œuvre. Donc c'est une collection qui est en train de se déployer dans toute la région. Et ensuite se déploie dans toutes les villes de la région Grand Est. C'est avec la DRAC, c'est avec quelle institution? Non, ça c'est vraiment... C'est carrément la région. C'est la région, voilà. Il faut rendre à la région, ce qui est à la région. Et effectivement, là, on voit encore une autre œuvre. Encore une fois, je répète, on est très content d'avoir ces photos en définition qui sont très belles, mais il faut vraiment le voir. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la définition de ce dont on a parlé au KIF depuis le début, c'est que le numérique ne s'oppose pas, il enrichit et il faut aller voir les œuvres. On en parlait hier autour de l'opéra ou de la musique. En fait, ça doit donner envie. Et donc là, on a des photos qui sont belles, mais elles ne remplacent pas l'expérience de la déambulation et puis le choc visuel que l'on ressent quand on est en face de quelque chose qui nous envoie de la lumière. Il y a une émotion tout à fait particulière parce qu'en plus, on voit les lieux, leur profondeur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une architecture souvent assez classique. Oui, ça c'est, je crois, à souligner, c'est que le numérique n'implique pas le froid ou la distanciation. Non. Au contraire, on crée de l'émotion. Le numérique, finalement, c'est un nouvel instrument de travail. Hein. Il faut c'est les nouveaux pinceaux. Oui, moi j'appelle ça le stylo, quelquefois, ou le pinceau. Et comme on s'est intéressé à la littérature ou aux livres après la révolution de Gutenberg, on est à peu près, sinon plus, dans une révolution aussi importante pour l'humanité que lorsqu'est arrivé l'écrit imprimé. Et on regardait l'écrit imprimé parce que c'était tout à fait nouveau, mais derrière ça, il y a les œuvres littéraires, et bien là, il y a les œuvres artistiques. Et je crois que ça n'efface pas l'artiste, au contraire, ça le révèle.
cette photo-là, il y a beaucoup de gens m'ont parlé de cette œuvre, des gens de l'équipe qui ont déambulé hier soir dans Metz. Ça fait partie de celle que je notamment Stan aussi. Valbert, qui est notre créateur et partenaire de beaucoup des décors qu'on voit autour de nous. Qu'est-ce que c'est Alors c'est une œuvre cinétique, c'est une œuvre que j'ai proposé à Peter Vacek et Adam Sigler, je leur ai proposé de s'installer au sein de cette église des Trinitaires. Pourquoi? Parce que vraiment c'est un espace qui est magnifique, avec des ouvertures très singulières et puis une morphologie bien particulière. Tout à l'heure, on parlait du rapport qu'on peut avoir aux arts technologiques. C'est vrai que nous, on n'est pas dans une ode à la technologie ni à l'innovation à tout prix. Il y a certains dispositifs qui sont presque low-tech. Là, c'est des petits servomoteurs qui contrôlent des miroirs. C'est très complexe dans la mise en œuvre et dans la création du logiciel. Mais avant tout, il y a la question du propos. Alors, quel est le propos? Alors, ce propos, il y a une réflexion évidemment autour de la thématique de l'eau dans l'espace. Et puis eux, ils ont raconté une histoire, celle d'un voyage, de passer par un stade où ils sont au bord d'un étang avec des ondulations. Alors, je ne peux pas le raconter à leur place, mais c'est assez impossible. Drôle parce que la narration des artistes, on ne peut pas. Surtout, il y a des passages que j'ai compris vraiment après l'explication, notamment sur un rapport à la pluie, aux ondulations. Et du coup, on comprend mieux aussi ces chutes, des petits mouvements ondulatoires sur la sculpture. C'est magnifique. Ça crée vraiment une déconstruction, on est vraiment dans la déconstruction de l'architecture et en même temps on a cet objet qui est très fort puisqu'il est placé là dans cet ancien chœur en lieu et place de l'hôtel et on a eu la bonne surprise de voir que la structure globale de la sculpture prenait exactement l'emprise au sol de la dalle qui accueillait l'hôtel. Donc ça, c'était un signe vraiment d'une intégration parfaite dans le lieu. Il y a autre chose aussi qui m'a frappé, c'était la jeunesse de ceux qui déambulent. Bon, alors c'est le soir, peut-être qu'ils ont plus le temps, c'est une ville aussi étudiante, qu'ils aient plus le temps, mais ça m'a frappé de voir ça se voit un peu sur la photo, mais il y a un petit côté, je ne vais pas dire rêve party, mais on est jeune, on circule, on partage des émotions, on rigole. Et ça, comment tu le vis, toi? Parce que toi, tu penses ce travail pendant des mois, les œuvres arrivent, et puis à un moment donné, il y a la rencontre avec le public. Est-ce que c'est pas finalement la plus grande réussite de Constellation, c'est de rendre pratiquement naturel ces œuvres qui habituellement sont loin, sont enfermées ou pas accessibles. Là, elles sont dans la rue, elles sont dans la ville. Et comment tu le vis, toi, à la fois en tant qu'architecte et en tant que plasticien? Tu as une réflexion là-dessus? Bien sûr, la question du flux, elle est très importante. C'est très intéressant ce que tu soulignes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, même en permettant l'accès à des œuvres à l'intérieur des lieux, que ces lieux sont ouverts sur la rue. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a quand même énormément d'espaces qui sont indoor, mais qui sont ressentis par le public comme ouverts. Lorsqu'on a ces grandes portes de l'église des Trinitaires qui sont ouvertes avec l'œuvre au fond, finalement, on est dans une déambulation sur l'espace public. On est dans une expérience nouvelle de la ville, piétonne, avec des installations extérieures et intérieures, mais on a le sentiment que tout ça ne fait qu'un et que tous ces lieux, finalement, font partie de la rue, et c'est très intéressant que tu le soulignes. Et donc, ça rejoint, Jérémy, qui est architecte, ça rejoint le premier art qui est l'architecture. Autrement dit, cet art numérique, qui est sans doute un des derniers, bien après le 9e, je ne sais pas quel numéro on pourrait lui donner, rejoint le premier art dans ce qui est directement disponible par le public. L'architecture, eh bien, on se promène et puis on découvre l'architecture. Et là, c'est un petit peu pareil. Et puis, je le signale parce que je trouve ça très drôle. Vous savez, tout le monde a le cloud. On dit toujours, tiens, j'ai mes photos sur le cloud. Ben, le cloud, il est à Metz. Le voilà, le cloud. Alors, le voilà, il est à l'Opéra. Donc, tout le monde peut voir enfin ce cloud dont on entend parler, qu'on ne voit jamais. Voilà. C'est un peu une plaisanterie. Mais... non, mais parce qu'en plus, on voit bien ce que vous disiez. Il y a l'architecture classique de l'Opéra. La magnifique perspective italienne dont vous parliez tout à l'heure. C'est le premier opéra de France. C'est surtout le plus vieux. Le plus vieux. Le premier qui est apparu en 1552, donc avant Bordeaux et Versailles, qui sont les trois opéras du XVIIIe siècle, ce qui est très rare. Vous savez, les opéras sont plutôt construits au XIXe et au XXe siècle. Et vous êtes le président de l'association des opéras de France. Oui. Donc vous êtes un passionné. Oui, je les connais pratiquement tous. Donc, c'est naturellement celui-là qui est le plus intéressant. Bien sûr. Et
donc là, dire on va mettre un nuage sur l'Opéra, c'est quand même assez oui. fort. Vous jouez avec les symboles. Le plus moderne, celui de l'iPhone, celui de tout notre enregistrement de toutes nos photos, de nos vidéos, etc. dans ce fameux cloud. Et ben, c'est assez amusant de le trouver ici, à côté de cette architecture du XVIIIe siècle. Et donc on arrive sur la place, et puis il y a quelque chose, on voit souvent des gens, parce qu'on voit, quand on le voit, il y a comme des gouttes de pluie. Enfin, Tout à fait, et donc les gens viennent en dessous se photographier. Non, mais ils tirent les gouttes de pluie, et puis ils peuvent allumer ou éteindre toute cette installation. Ouais. Du coup, moi j'ai envie de repasser le film, parce qu'il m'a paru un peu, je ne sais pas si en régie vous pourrez le repasser, mais voilà, je trouve qu'après vos commentaires, peut-être comme il va très vite, je trouve qu'il faut le repasser, parce que je pense qu'on se rendra compte de l'ampleur en fait, de ce qui se passe à Constellation. Et puis contrairement aux photos, on peut avoir le mouvement qui est toujours présent. Ouais. 6 heures, hein, c'est frustrant. Oui, d'autres vidéos qui sont un petit peu plus longues qu'on peut glaner sur la toile. Ouais. Alors, je voulais aussi parler de ce que tu as fait, avant qu'on parle plutôt économie, mais c'est aussi le rôle du KIF de montrer la valeur des choses et leur valeur marchande, ou économique ou culturelle. Sur ce que toi tu as fait avec le dôme, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a un dôme géodésique, dont la ville d'ailleurs est partie prenante, dans un modèle absolument original, qui est d'ailleurs à côté de l'Opéra. Il faudrait qu'on montre les photos de l'intérieur du dôme, parce que c'est extrêmement spectaculaire dans toute la réflexion sur l'immersion. Je pense qu'on réussira à le faire l'année prochaine, j'espère. On est tombé devant ce dôme où les gens sont couchés, hein, et voient sur un dôme. Tu peux nous expliquer, toi, l'architecte et le plasticien, ce qui s'est passé avec ce dôme? On a créé finalement une forme de planétarium nomade sur une base de structure géodésique. L'enjeu pour nous, c'était vraiment de développer un écran le plus lisse possible. Donc on a développé un système qui s'appelle Negative Pressure. Donc on aspire l'air entre la couverture, on voit le côté extérieur et l'écran intérieur. Si tout est courbé, c'est parce qu'on est à l'intérieur d'un dôme, comme un planétarium. Voilà, c'est ça. C'est facetté par l'extérieur, et à l'intérieur, c'est un écran qui, lui, est dépressurisé. Donc ça permet d'avoir la surface la plus lisse possible, et surtout un objet très compact au moment du démontage ou du remontage. Voilà, l'architecte aussi parle. Et c'est un objet qui permet donc des projections. En 180 180, ou on va même jusqu'à 200, 180, entre 180 et 200, ça dépend des projets évidemment, puisqu'on peut changer notre courbe horizontale, mais on est en 360 x 180, on va dire, de base. On descend assez bas par rapport au planétarium. Nous, notre enjeu, c'est vraiment d'aller le plus bas possible pour avoir une immersion. Tellement bas que les gens sont sur des coussins. Tout à fait, on allonge les gens. Donc avec le Covid, ça a été compliqué, j'imagine, de respecter. Oui, on est sur des jauges réduites, mais on a réussi à... Quelle est la jauge actuelle? Je ne sais plus exactement, parce que ça se modifie. Non, mais la jauge originale, elle était Alors la jauge originale, on met quasiment 100 personnes. Donc il y a 100 personnes qui sont couchées. Il faut imaginer la scène, hein, quand même. C'est dans des très beaux... je ne sais plus comment ils s'appellent. Des fat boys. Des fat boys, voilà. Et puis ils ont la tête dans les étoiles, sauf qu'au-dessus, on voit Et là, on voit des œuvres. Et on peut même voir des films. Donc moi, je suis vraiment... je pense que c'est sans doute une des formules qui permettra au numérique de devenir très populaire. C'est comme une projection. Sauf qu'on est couché, on est très détendu. Je ne sais pas si la photo permet de le montrer, parce que là, tu as mis en valeur l'œuvre. Mais on voit les gens qui sont couchés complètement hypnotisés. Et là aussi, sans casque. Ils sont pris, en fait, emmenés dans... on est vraiment dans une logique d'immersion collective. Hein. C'est un peu Alors, il y a des projets VR qui développent ça aussi, mais... C'est vrai que moi, c'est plutôt répulsif de mon côté sur la question des casques VR. Donc du coup, l'idée, c'est de développer... moi, je suis neutre, j'aime tout le monde. Ouais, je sais, j'imagine. Mais en fait, c'est plutôt quelque chose qui m'a motivé dans le développement de cet outil programme, on va dire. Et puis, du coup, on travaille avec des gens qui font partie de l'industrie VR pour l'adaptation de contenu. Ah mais oui, avec Cédric Bonin qui sera présent cet après-midi. Avec Diversion Cinéma. Diversion Cinéma. Donc vous prenez des œuvres qui ont été faites pour la VR. Pour la VR, et on les adapte. Pour qu'on puisse les voir en 180. En 180, et avec
avec les mouvements de caméra qui permettent aussi d'avoir de voir la sphère 360-360 avec différents points de vue, et puis de partager ces émotions en direct, pas seulement... C'est, je trouve, la chose la plus extraordinaire, parce que la VR, c'est un acte assez isolé. On peut être connecté avec des gens, mais on le vit tout seul. Il y a des projets alors que là, on vit de l'immersion collectivement. Un peu les premières émotions des gens qui voyaient le cinéma, quoi. Ils voyaient arriver un train, ils étaient stupéfaits. Mais c'est intéressant aussi de dire qu'est-ce qui est projeté. Et ce qui est projeté, c'est de l'architecture. Il ne le dit pas parce que l'architecte, il oublie. Il est modeste, mais c'est de l'architecture, et c'est de l'architecture recomposée à partir, je dirais, de notre volonté d'être un peu international aussi, puisqu'on va retrouver des monuments messins restructurés, etc., et des monuments du Québec. Ce qui me permet de dire que ça, c'est un peu la dimension aussi de Metz Ville Créative UNESCO, en matière musicale, bien entendu, mais la musique rejoint aussi la littérature, l'architecture. Oui, c'est la première immersion. Hein. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir cette confrontation entre l'Opéra du Québec et celui de Metz, entre des cathédrales différentes aussi. Ce voyage, hein, puisqu'on est vraiment dans un voyage, il y a un scan LIDAR. Alors là, par exemple, ah oui, là, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est sur un projet qui s'appelle Métaboliste Utopia. C'est un projet sur les architectures utopistes japonaises, donc du mouvement métaboliste, qui ont été reconstitués à l'intérieur du dôme pour finalement voyager dans les projets utopistes, donc recréer finalement à partir des maquettes, des planches, des architectes, des utopies, et puis de permettre de voyager dans ces utopies. Et je rebondis sur ce que disait Patrick. On a du coup sur le projet qui est actuellement présenté sur la place de la Comédie, un scan LIDAR qui a été fait de la cathédrale, également du parvis de l'Opéra à Montréal, et également à l'intérieur, dans la salle de l'Opéra à Metz, qui nous permet d'ailleurs de traverser un rideau en nuage de points sur le plan final du projet. On est vraiment dans cette hybridation d'architecture, et puis en même temps, on rentre dans le nuage de points de la cathédrale. C'est très fort, c'est assez intense, et puis les artistes ont travaillé sur cette métamorphose, on a vraiment quelque chose d'assez organique. C'est quelque chose à découvrir, et puis on voit bien la fusion des technologies, c'est-à-dire qu'on a d'un côté de la captation 360, du scan LIDAR, l'intégration du scan LIDAR dans un environnement 360, et puis finalement le dôme qui vient restituer ces images et les présenter à travers une œuvre d'art. C'est magnifique, il faut vraiment le vivre là aussi. Moi, ça m'avait surpris. On avait été dans le dôme, à l'atelier, ouais. Voilà, à l'atelier où tu organises des projections privées pour ta fille, mais j'avais eu une projection privée et où je suis resté. Enfin, on a la tête ailleurs, quoi. Ça capte et ça prend l'attention. Et comme en plus on est en position relax, en fait, on oublie tout, quoi. C'est une vraie séance de je sais pas, c'est pas de la thérapie, mais on a fait des projets avec de l'hypnose aussi, voilà. dedans, avec du coup, parce qu'on a un son spatialisé. Donc en 6 points, mais qu'on peut augmenter évidemment. Et puis là, on est en train de travailler sur l'axe Z pour commencer à monter des enceintes un cran au-dessus pour commencer à rentrer un petit peu dans la 3D, comme c'est le cas sur le dôme de la Satosphère à la SAT de Montréal, avec qui on travaille d'ailleurs, et on présentera en collaboration avec la SAT de Montréal ce week-end une série de courts-métrages qui s'appelle SATFest, ce soir et demain soir sur la place de la Comédie, pour augmenter le programme dans le cadre de la clôture, et surtout renforcer ce partenariat qu'on peut avoir avec la Société des Arts Technologiques de Montréal depuis plusieurs années maintenant. Oui, j'ai dit que le Québec tout à l'heure, parce que je suis tellement dans le Québec actuellement, puisqu'on a des artistes québécoises qui sont là et qui présentent aussi des œuvres en plein quartier du Pontifroy, dans une ruine d'une ancienne chapelle qui est Saint-Livier. C'est très intéressant. Et puis comme on travaille aussi musicalement avec le Québec, pardon, là on a Montréal. Comme quoi on a tout le Canada finalement. Oui, mais en fait le KIF aussi a beaucoup de liens avec le Canada. C'est entre autres parce que Montréal est un hub créatif exceptionnel, un mondial, et que je pense que dans l'avenir on verra de plus en plus comme ça des villes ou des régions qui réussissent à capter les talents, qui réussissent à avoir les talents techniques et l'infrastructure et l'écosystème pour briller. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le modèle pour beaucoup de villes. Hein. Montréal a, depuis 10-20 ans, à la fois avec une action politique, une action économique et puis une action culturelle, pris une place en Amérique du Nord. Hein. Les Américains viennent tourner des films, les Ubisoft s'est installé, et on en a beaucoup parlé. On a eu des fonds d'investissement québécois, on a eu un Français qui travaille dans une société qui s'appelle Moment Factory. Donc je pense que Metz a tous les éléments, et la région Grand Est et la métropole,
pour construire au fil du temps une démarche aussi puissante. Et alors, à la fin, et ça me permet de faire une transition avec ce dont on va parler, ça devient aussi une force économique. C'est-à-dire, on part de la culture et de la création, et puis on devient une puissance économique qui fait vivre tous ces nouveaux métiers. Je n'en parle pas parce que c'est mes collègues qui suivront, qui parleront de cet aspect économique, mais il faut dire que culture et économie ont toujours été liés. Pourquoi un moment Athènes, après Rome, un moment Berlin, après Paris? C'est souvent parce qu'on rencontre, il y a cette conjonction entre l'économie, la richesse, je vais dire, et les artistes. La valeur, la création de valeur. Ah, absolument. Et la création tout court. Et ça se suit. Et c'est vrai qu'on a connu une période, notamment, je dirais, dans les années 60-70, je pense notamment à l'architecture, où on a un peu oublié cette collaboration entre, je dirais, les arts, mais aussi la reconstruction et les artistes. Hein, on redécouvre aujourd'hui la Samaritaine, qui est quand même un joyau aussi, où les arts déco étaient présents, je dirais, dans le quotidien des gens. L'école de Nancy, vous voyez, je suis messin, j'en parle, c'est aussi cette conjonction-là. Hein, donc, et je crois que ça l'a été aussi à Metz, évidemment, avec ce qu'on appelle l'école de Metz. Je voudrais, avant que Marina Lallemand nous rejoigne pour parler justement de l'aspect économique, je ne sais pas si on peut passer ce que Stan Valbert a produit en faisant les photos. Je vais le studio Dreamcorp et Multicam. Voilà. Il est arrivé, voilà, et il s'est dit tiens, mais c'est Metz la nuit. Et donc là, on a un décor qui a été pensé à partir de photos, qui est une création hein, pour le kiff. Et il a essayé de tout symboliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est une vision de quelqu'un qui voit la nuit. Vous reconnaissez votre cathédrale. Et puis, il a essayé de mélanger, je dirais, et de recréer une perception qui est à la fois issue de la vidéo et puis de la création aussi, parce que je pense que toutes ces œuvres l'ont saisi. Est-ce qu'on peut voir... il y en a deux, il y en a un aussi avec la cathédrale, c'est un mouvement... Et donc là, pour le coup, on est dans de la XR, hein, on est avec un système de tracking, toutes ces images sont absolument numériques, et je pense que c'est aussi, on l'a vu notamment avec Oman Factory, on va avoir de plus en plus des créations urbaines, qui voilà... Donc là, on part dans le vortex, hein, on change, on est dans un mouvement, toi, ça, voilà, et on va arriver, voilà, et là, on se balade. Et là, tout ce qu'on voit là est fabriqué de manière complètement numérique. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, qui es architecte, toutes ces lignes et toute cette lumière? C'est Metz dans Tron, là. Ah, voilà. On voit tout de suite les références. Ce qui est intéressant, c'est de rebondir sur aussi notre projet signalétique. On a un projet de mise en lien des sites avec des systèmes de laser. Du coup, on a recréé avec Julien Floria un principe de constellation, mais vu du ciel. Ça m'inspire un peu ça, ces rayons bleus qui traversent la ville en ce moment à Metz et qui nous permettent d'aller d'un bâtiment à un autre pour les relier. C'est un peu notre constellation à nous, mais vue du ciel. C'est exactement la vision qu'a eu Stan. On est venu ici, il a pris des photos depuis le toit du centre, et puis il les a recréés tout l'été. Ils ont bossé vraiment énormément pour avoir cette réalisation, avec évidemment, c'est une perspective... Alors, ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est que je pensais aux lumières, parce que derrière le numérique, il y a cet aspect de lumière, et derrière l'aspect de lumière, eh bien, il y a effectivement la tradition messine. D'abord, c'est vrai que nous avons contribué au siècle des Lumières par plusieurs de nos intellectuels messins, je pense à l'abbé Grégoire, mais il n'y a pas que lui. Oui. Et puis, il y a aussi la lumière de cette cathédrale qui est quand même déclarée depuis Verlaine comme étant la lanterne du bon Dieu, c'est-à-dire qui est tellement vitrée, puisque ça a été longtemps avant cette cathédrale africaine qui voulait défier, y compris Rome d'ailleurs, n'est-ce pas, par ses dimensions. Alors, on est une cathédrale très, très vitraillée, si j'ose dire, avec 6500 mètres carrés de vitraux. Et puis aujourd'hui, on a par exemple la chaire de photonique, une des plus brillantes de France, qui travaille justement sur cette particule de lumière qui est un peu notre avenir. Et cette cathédrale, elle domine toujours Metz. Un jour, un ministre de la Culture disait « La cathédrale de Metz domine sa ville comme l'acropole Athènes ». Je trouve que c'est assez juste. Ah oui. C'est à la fois l'architecture et l'esprit. Et effectivement, il y a un petit côté Tron qui te... Oui, et puis il y a la question aussi de la cellule domestique, puisque
Ce qui est intéressant avec Constellation, c'est qu'on sort aussi de l'espace privé pour aller sur l'espace public, on sort de la tablette et de l'écran à la maison pour aller apprécier, je dirais, une autre manière de traiter cette lumière artificielle, et puis aussi un autre regard sur les outils du quotidien. C'est vrai qu'on a ces enjeux qui sont portés par les arts technologiques, les arts numériques, les arts visuels qui utilisent les interfaces, l'ordinateur dans leur processus de conception, aussi de questionner l'usage quotidien, l'usage du numérique outrancier, et c'est important, et je trouve cette image, moi, je vois aussi une ville avec plein de gens chez eux. Ah oui, c'est-à-dire que c'est des gens dans les maisons. Ouais. Voilà. Non, c'est une ville vivante. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Avec cette envie aussi de faire sortir les gens de chez eux, ça c'est un des enjeux pour nous, de se rencontrer, tout simplement. Puis je pense qu'on en a besoin après ce qu'on a vécu ou ce qu'on continue à vivre. Voilà. Merci beaucoup. Marina, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Marina Lallemand de l'agence Inspire-Metz. Alors, on va aussi parler, et d'ailleurs vous pouvez réagir évidemment, on va aussi parler de l'impact d'un festival comme Constellation, parce que quand les villes, en particulier ce festival qui est directement géré par la ville, se lancent dans ce genre d'aventure, il y a toujours la question de savoir si c'est pour faire joli, si c'est simplement, disons, de la belle image, ou si c'est aussi un élément d'une stratégie. Donc, expliquez-nous un peu ce que fait Inspire-Metz et la place que prend Constellation dans ce que vous faites et l'impact qu'a Constellation. Alors, tout d'abord, je voudrais excuser Cédric Goutte, qui malheureusement, le président de l'agence Inspire-Metz, qui malheureusement n'a pas pu être à nos côtés aujourd'hui. Alors, l'agence Inspire-Metz, c'est l'agence d'attractivité des 44 communes de la métropole. On a 3 métiers, tourisme d'affaires et développement économique. Notre rôle, c'est de développer le territoire et de renforcer son attractivité. Donc évidemment, Constellation, pour nous, c'est un événement extrêmement important en termes d'image, également en termes économiques, je vais y venir. Et on s'est associé dès le départ, parce que pour nous c'était une évidence, parce que c'est un événement qui nous singularise, qui singularise la destination. Vous parliez tout à l'heure, à juste titre, de la métropole, alors moi je dis toujours européenne, créative et durable, pour être encore plus complète. Et justement, Constellation s'inscrit complètement dans ce positionnement. C'est une véritable stratégie de reconquête de l'image de notre territoire. D'ailleurs, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour notre territoire. Ça prouve qu'on est attractif, qu'on intéresse. Oui. Donc ça rentre. Voilà, ça rentre tout à fait dans ce qu'on souhaite. Et tous ceux qui arrivent, je dirais, à la gare et qui font ce parcours et qui ont dit « Ah, j'étais pas là pour Constellation », il y a une curiosité, surtout après le Covid, où les gens commencent à réfléchir à la qualité de vie. Moi, j'ai beaucoup de retours de « Ah, il s'est fleuri partout ». Ah, mais c'est super clean, super bien organisé. Enfin, des réactions un peu de Parisiens qui découvrent qu'il y a encore des villes agréables à vivre. Je dis que ça. Et c'est vraiment, ça vient du cœur. C'est vraiment une réaction comme ça, tout à fait naturelle. Et puis qui commence à déambuler et puis qui découvre en fait qu'il n'y a pas que le centre Pompidou, Metz. Il y a aussi beaucoup d'autres. Et puis qui découvre aussi qu'il n'y a pas que la Bretagne ou la Méditerranée qui peut attirer. Et puis, il faut leur rappeler que le soleil se lève à l'est. Ah bah oui, c'est vrai. Surtout en ce moment, là, on est gâtés. Mais c'est exactement ça. En fait, pour rebondir sur ce que disait M. Thiel tout à l'heure, c'est un peu une guerre de l'image. Aujourd'hui, les territoires doivent se singulariser. Constellation, c'est un événement qui nous singularise. Et c'est vrai que le centre Pompidou-Metz nous a quand même beaucoup aidés en termes d'image, il faut bien le préciser. Et si on regarde finalement avec un petit peu de recul sur cet été, on avait une offre culturelle quand même exceptionnelle à proposer à nos touristes, entre les expositions extraordinaires du Centre Pompidou, que ce soit Archimboldo ou Chagall, notamment. Ou même l'architecture rêvée et utopique d'Aérodream, tout à fait. D'Aérodream. Absolument. Gonflable. Et puis Constellation. Donc on permet à nos touristes quand même de vivre des expériences assez extraordinaires. Et puis, Constellation, ça sublime notre territoire. Enfin, voilà, ça fait redécouvrir d'une manière complètement différente le patrimoine. Et pour nos touristes, c'est extrêmement important.
Et puis, on va le dire aussi, ce sont des projets culturels comme le Centre Pompidou d'ailleurs, très importants, mais aussi très importants économiquement, évidemment. Parce que derrière, il y a des industries créatives et culturelles, il y a une économie locale. Donc nous, à l'agence Inspire Metz, nous avions proposé à la ville de Metz de réaliser une étude d'impact économique sur Constellation en 2019. Donc nous avions confié cette étude au cabinet ProTourisme, un cabinet spécialisé. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées à la fois sur les visiteurs, et également sur nos acteurs économiques locaux. Donc on a pu réellement mesurer cet impact, qui est quand même extrêmement important, hein, puisque ça s'élève quand même, on parle de 6,4 millions d'euros de retombées économiques pour un festival qui dure 2 mois, un peu plus. Donc c'est quand même extrêmement important, et de la création de 148 emplois à temps plein. Donc c'est quand même pas anodin, hein. Le calcul, alors c'est un peu des chiffres un peu économiques, mais pour 1 euro dépensé par la collectivité, on avait quand même une génération de 3,75 euros. Donc c'est extrêmement important. Et puis, vous parliez tout à l'heure des visiteurs jeunes, on avait quand même 55% des visiteurs qui avaient moins de 35 ans. On a une part de CSP+, et de CSP- qui est à peu près équivalente, donc on a aussi un public relativement populaire, ce qui est important aussi. Et puis, on était quand même dans une grande proportion. Alors, on avait 65% de visiteurs extérieurs au territoire, donc ça, c'est quand même très important. Et on était encore sur une grande proportion, à 93% de visiteurs français, même si nos publics très proches, parce que rappelons qu'on est une région frontalière, hein. Donc on avait bien sûr la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Oui, ça m'a frappé, il y a beaucoup de... Enfin, on entend parler d'autres langues, on entend plutôt parler allemand, oui. On entend plutôt parler peut-être hollandais, enfin, on sent que ça fait partie des axes pour aller vers le sud, et où les gens s'arrêtent. C'est ça. Et puis, c'est un peu une étape où on entend quand on est dans Constellation des langues étrangères, des gens qui prennent des photos, qui se parlent entre eux. Et puis nous avons beaucoup de franciliens ou de parisiens, oui, parce qu'il faut souligner quand même qu'en TGV, c'est 1h20. Oui. Je pense que ceux qui travaillent en banlieue ou à l'inverse ont à peu près ce temps de transport. C'est ça. Alors, parmi nos visiteurs français, outre bien sûr les visiteurs de la région Grand Est, les Parisiens, c'est notre première cible, évidemment, effectivement, avec la facilité que propose le TGV. L'enjeu aussi, mais Valentine en parlera bien mieux que moi, c'est de les faire rester un peu plus longtemps et de ne pas en faire qu'une seule étape, évidemment. Voilà, donc c'est un projet culturel très important, c'est un projet économique très important qu'on arrive à mesurer et qu'il faut continuer à accompagner. On a encore plein de choses à faire. On est un territoire avec beaucoup de talents. C'est aussi un des buts de l'agence Inspire Metz, hein, c'est la captation de talents. Oui. Et c'est de développer aussi nos acteurs locaux et de les faire participer. Marina, vous disiez tout à l'heure qu'on avait, c'est toujours très intéressant, à la fois les CSP+, et puis les autres. Oui. Je voudrais souligner quelque chose qui étonne toujours le ministère de la Culture, c'est que ce centre Pompidou, qui est quand même dédié à l'art moderne et contemporain, donc un peu pointu, et de tous les musées de France, celui qui est le plus caractérisé par les populations sociales, qu'on appelle plutôt dans la catégorie ouvriers-employés. C'est formidable, c'est une vraie réussite. On a 27% de nos visiteurs qui sont issus de cette classe sociale, ce qui est vraiment tout à fait remarquable. Et quand on se compare à Lens, qui était aussi une région qui a connu une industrialisation importante et puis ensuite déclinante, etc., eh bien, alors même que, si j'ose dire, l'offre du Louvre-Lens est quand même beaucoup plus classique que l'art contemporain, eh bien, on bat tous les records sur cette catégorie de population. Et le centre... Et pour un art que l'on dit plus difficile d'appréhender. Le centre Pompidou, à la fois par son architecture, mais aussi par sa situation, puis son côté durable, hein, avec tous ces arcs, inspire. Enfin, par exemple, on va passer sur la vision de Stan Valbert sur le centre, avec ces outils d'infodécor XR. C'est un autre regard, et on voit tout de suite, voilà, hop, on passe dans le vortex. Et on va être bientôt sur voilà une perception qui a été validée par Chiara Parisi, hein, et qui montre comment on peut aussi le voir. Et c'est aussi à Metz, c'est-à-dire qu'on voit la nuit la cathédrale, et puis là on voit une aspiration, une élévation, un côté festif. Hein, c'est aussi Metz, c'est aussi cette architecture qui vit ici. Donc tout ce que l'on voit là est en bois.
Oui. Et le toit est lui-même en toile. Voilà. Et ça renvoie à ces architectures un peu provisoires et qui résistent. Et ce n'est pas pour rien, puisque Shiguriban est quand même connu aussi pour ses architectures de carton au Japon qui résistaient évidemment au tremblement de terre. Donc votre collègue Valentine va parler de l'autre face. Tout à fait. Donc voilà, ce que j'appelle Valentine. Merci. Merci. Valentine Vernier. Merci. Aussi Inspirmes, dans la même mission, mais avec un autre regard. Alors à Inspirmes, on a 3 métiers. Donc effectivement, moi ça va plutôt être la facette tourisme de loisirs, mais on a aussi donc le métier donc tourisme d'affaires, bureau des congrès, et puis bien sûr l'attractivité économique. Avec bien sûr, on a la chance d'avoir des fonctions de support, dont la communication avec Marina que vous venez de rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est en fait dans cette stratégie l'attractivité qui est travaillée, mais pas simplement pour les loisirs, aussi pour tout le reste. C'est ça dont vous êtes... Comme le disait Marina, effectivement, c'est la captation de talent. Donc c'est faire venir des visiteurs, donc des visiteurs qui peuvent être temporaires, comme des visiteurs de loisirs ou des visiteurs d'affaires, mais ça peut être aussi attirer des emplois, attirer des entreprises. Voilà. Nous œuvrons tous ensemble... Il y a des exemples très classiques, qui ont été très spectaculaires. La ville de Bilbao, qui quand elle a lancé le Guggenheim, et tout d'un coup, alors que c'est un grand centre économique depuis toujours de l'Espagne, et tout d'un coup apparu sur la carte de tout le monde, parce que l'immeuble était tellement fou, et le musée tellement spectaculaire, que beaucoup de gens ont découvert en fait que Bilbao existait. En Espagne, il y avait une ville qui s'appelait Bilbao. Est-ce que le centre Pompidou, qui a maintenant... le Pompidou-Metz, parce que moi je dis... Le Pompidou-Metz a donné cette impulsion aussi. Ça a été un vecteur d'image absolument fabuleux. Ça nous a porté sous le feu des projecteurs, sur le devant de la scène. Et puis, ça s'est vu tout de suite, d'abord par le nombre de visiteurs, mais aussi par la structuration des clientèles. C'est-à-dire qu'immédiatement, on a eu un ratio qui s'est inversé entre la clientèle étrangère et la clientèle française, ce qui est très rare pour l'office de tourisme, pour un office de tourisme, comme nous l'étions à l'époque. Ça veut dire que ça nous a propulsés dans le concert des grandes destinations touristiques, parce que effectivement, en plus de cela, on avait la chance d'avoir une exposition d'ouverture qui était absolument fabuleuse. Moi, j'insiste aussi sur celle qui est en ce moment, la Archimboldo, est absolument magnifique. Je suis complètement d'accord avec vous. Et j'allais vous dire, on a la chance d'avoir surfé sur la vague en quelque sorte et d'avoir poursuivi une programmation au Centre Pompidou-Metz, mais aussi sur tout le territoire de la métropole, une programmation culturelle qui est absolument fabuleuse et qui est avec une richesse et une diversité exceptionnelle. En ce sens, effectivement, le festival d'art numérique Constellation nous propulse aussi sur le devant de la scène, mais il y a aussi la Cité musicale Metz, Patrick Thiel en parlait tout à l'heure, il y a aussi le festival au pop-up, il y a tout ce qui est métier d'art aussi. Voilà, donc tout cela se rejoint et permet de générer une dynamique territoriale et de faire venir de plus en plus de visiteurs. Et puis, pourquoi on travaille tous ensemble aussi? Eh bien parce qu'un visiteur, par exemple, qui va venir découvrir le patrimoine de la destination en week-end avec sa famille, découvre une ville qu'il n'imaginait pas comme cela. On parlait tout à l'heure d'images. Souvent, c'est le retour qu'on a des visiteurs sur le territoire de la métropole, mais de Constellation plus particulièrement, c'est qu'ils sont enchantés de ce qu'ils découvrent. Ils ont envie de revenir. Donc s'ils ont envie de revenir, ils auront peut-être envie de revenir pour passer leur congrès, à l'occasion d'un congrès ou d'un séminaire, et ils auront peut-être envie de s'installer à Metz. Et là, on a gagné le pari. Donc la boucle est bouclée, de la créativité, du risque, parce que c'est pas évident de faire ce que vous faites, de mettre de l'art numérique au milieu du patrimoine, et finalement un bénéfice économique et un bénéfice d'image. Donc c'est vraiment un modèle, un succès. Comment vous le vivez en tant qu'élu, Patrick ? Avec un grand bonheur, évidemment, parce que quand on aime sa ville, qu'on la connaît, on trouve qu'elle est généralement injustifiée, connue. Et c'est vrai que ça a été tout l'enjeu. Vous parliez de Bilbao tout à l'heure, Alexandre, ça a été le modèle. Lorsque je suis arrivé aux affaires la première fois en 2001, comme dans ces mêmes fonctions d'adjoint à la culture, et le maire de Metz de l'époque, qui était Jean-Marie Roche, m'a convié et il m'a dit, écoutez, vous allez immédiatement rencontrer Jean-Jacques Ayagon, qui est le président du Centre Pompidou de Paris, et vous essayez de me décrocher cette première décentralisation. Et si vous n'y arrivez pas,
je vous donne un billet d'avion, vous allez à New York et vous allez me chercher Guggenheim. Ah oui, mais carrément. Vous voyez que c'était carrément ça. Ensuite, il a fallu convaincre effectivement, parce que c'était d'une telle dimension de projet culturel qu'il fallait que ça soit métropolitain et non pas seulement soutenu par la ville. Jean-Jacques a dû être particulièrement sensible, il est messin. Bien sûr, bien sûr. Et il nous a mis quelques élus importants, je dirais, qui étaient au sein de la métropole dans un petit avion, et on a fait l'aller-retour à Bilbao. Il a dit, voilà, c'est ça le concept que je veux développer. Tout le monde est revenu convaincu, les collègues ont convaincu les autres maires, et c'est comme ça qu'on s'est engagé dans ce processus. Et je dirais que moi, je suis très satisfait que l'on ait Pompidou et non pas Guggenheim, parce que je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas, c'est que nous, on a les prêts des œuvres avec, je dirais, la force de Pompidou lorsque nous allons emprunter dans les grands musées du monde, de Russie, des États-Unis, etc., des œuvres, et puis on a ce qui est quand même, je crois, la première collection mondiale, enfin ça se dispute avec la Tate Gallery, mais d'art contemporain, et donc les curateurs peuvent puiser dans cette immense collection du Centre Pompidou, et c'est gratuit, parce que bien entendu, chez les Américains, il faut payer. Et ça participe de Je crois qu'il y a des questions dans la salle, je ne sais pas si on peut les prendre. On va prendre le micro parce qu'on a un petit souci de micro malheureusement. Excusez-nous Valentine. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Alors, non, je voudrais juste moi préciser aussi que ce qui est intéressant dans le festival Constellation, c'est qu'on n'a pas la barrière de la langue. Parce qu'on a parlé tout à l'heure effectivement des clientèles étrangères, des clientèles belges, des clientèles néerlandaises, des clientèles allemandes. Et on a là une redécouverte du patrimoine où à la fois on n'est pas dans la conception spectatorielle. Le visiteur est participant, mais quelle que soit sa langue vernaculaire, eh bien, il peut avoir accès aux œuvres dans leur plénitude. Et je trouve que ça, c'est une dimension également très intéressante. Donc en fait, ça a contribué à l'ambition, je dirais, d'origine a été perçue et l'ensemble des participants ont parfaitement compris finalement. Tout à fait. Vous allez dans le dôme qui a été évoqué tout à l'heure, que vous soyez anglais, allemand ou même des clientèles plus lointaines. Voilà. C'est vrai, en fait, c'est un art numérique qui est accessible. Complètement. Ça m'avait frappé aussi quand on avait parlé de Constellation avec vos collaborateurs, c'est qu'il y a aussi un côté d'abord accessible. On prend des risques, mais il y a aussi la porte avec le vidéo mapping, et puis on peut déambuler. Et ça, c'est important finalement. Ça veut dire que c'est, en plus, comme c'est visuel, effectivement, c'est mondial. En tout cas, c'est voilà. Tout à fait. C'est aussi international que l'architecture ou la musique. Il y a un de nos participants et membres de la communauté du KIF qui est... Oui. Okay. Can I make it in English, please? Yeah, I will translate. I'm asking you. You are making all this. Pardon, juste un point. Franz Fischnaller est artiste, professeur. Il est italien des Dolomites, donc il est germanophone aussi. Et donc il nous fait l'amitié de nous accompagner depuis le début. Different pays, you can speak it. Okay. You can say in English and I translate. I'm asking you, as you're installing all these electrical and light installations, projection systems, so that makes a lot of energy. Have you thought also about to use solar panels to feed it and make a sort of a green concept on what you're doing? Okay. Est-ce qu'il y a une conception sur le côté développement durable? Parce qu'effectivement, et ça c'est aussi une très bonne question, toute cette lumière, bon, c'est de l'énergie, c'est donc de la chaleur. Donc, tout à l'heure, Patrick Thiel a parlé de l'autre parcours qui est un parcours jardin. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait une exposition avec des lumières, et je sais que les nouveaux élus de la ville de Lyon sont sensibles à cette question sur le festival de lumière, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, bah, évidemment. Je crois que c'est important qu'on assume cette volonté, puis qu'on en mesure aussi la responsabilité, on va dire, sociétale, hein, parce que bon, moi, comme toi, ça nous fait décoller, donc on trouve ça fantastique. Comment on assume le développement durable dans une ambition électrique, électronique? Alors c'est assez simple, puisqu'il y a évidemment la sensation d'une consommation importante, mais on en reste à la sensation. Alors, parce qu'on utilise une technologie de vidéoprojecteurs qui sont des vidéoprojecteurs laser. La technique a beaucoup évolué.
Beaucoup d'installations du parcours utilisent également des LED, donc à faible consommation. Comme ces écrans qui sont des écrans LED, qui consomment en fait moins qu'une lampe à sodium sur une autoroute. C'est très important de le rappeler puisque en termes d'image, c'est vrai que la lumière renvoie à l'énergie, mais le développement des machines, et notamment sur les vidéoprojecteurs à haute puissance avec de nombreux lumens, ont vraiment réduit depuis une dizaine d'années leur consommation énergétique. Donc il n'y a pas de processus de compensation à engager. Ce qui est intéressant, c'est ce que disait aussi Patrick Thiel en rappelant les parcours qui sont ceux qui sont diurnes et qui utilisent eux uniquement l'énergie solaire pour éclairer les œuvres. La nuit, on travaille avec l'énergie de la collectivité et puis du coup, on est vraiment dans une comparaison qui, alors je ne vais pas donner de chiffres parce que je pense que ça mérite d'être étudié de manière plus simplifiée, mais ça, c'est la logique, je dirais, de la ville, de pousser cette consommation et cette transition énergétique pour accompagner le projet, mais pas au projet d'être juste dans, ce que, je dirais, une sorte de fantasme de mettre 3 panneaux solaires à un endroit et d'expliquer qu'on est dans un Green Light Festival. Non, c'est de l'assumer. Enfin, ça fera partie demain des enjeux et des discussions qu'on aura pour finir cette première édition du KIF. Tout est lié. Quand on est une ville durable, créative européenne, on est forcément confronté à cette réalité du réchauffement. Oui. Donc il faut qu'on l'assume. Tout à fait. Voilà. Et il y a beaucoup de projets qui sont plutôt low-tech. Est-ce qu'il y a une empreinte carbone du festival ? C'est pas quelque chose qui est calculé non, mais c'est intéressant. À l'heure actuelle. Par contre, on est vraiment dans une logique de calcul de consommation pour les éditions à venir, pour pouvoir quantifier et du coup pour faire des comparaisons concrètes entre justement certaines parties de la ville qui restent allumées. Hein. On le sait, il y a des efforts de la part de la collectivité pour couper des tranches de ville sur l'éclairage urbain. Voilà. Il y a des choses où il y a des enjeux, on ne le voit pas puisque ça fait partie de notre quotidien, il y a des enjeux qui sont pas du tout les mêmes en termes de puissance. C'est pas un axe de communication important. On sait que tous ces jeunes qui viennent là sont particulièrement concernés par le réchauffement climatique. Et surtout si en plus ça joue sur l'image de la ville, il n'y a pas peut-être un engagement à prendre et une communication particulière. Mais il y a aussi l'aspect que tout peut se faire à pied. Oui. Ah oui, ça évidemment. Ou pour le parcours street art éventuellement. Oui. Donc on ne consomme pas à vélo. Ouais. Et là, c'est un aspect aussi sur la mobilité qui est intéressant. Une question salle. Et je voulais juste ajouter que Mets-toi au vert, ce n'est pas seulement un slogan que nous avons affiché, c'est vraiment une volonté par-delà, je dirais, le festival. Il faut savoir, par exemple, qu'en une année de mandat, nous avons planté 3000 arbres, hein, c'est le chiffre qu'il faut avoir, en tête contre 300 auparavant, et surtout que nous allons revoir le PLU, c'est-à-dire ce qui s'applique sur l'urbanisme, pour que plus aucun permis de construire ne soit donné à des toitures terrasses qui ne comportent pas du photovoltaïque, par exemple. Et puis, et je dois dire que même l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, va aujourd'hui dans ce sens, c'est que longtemps on a entendu qu'une place était forcément minérale, sinon ça s'appelait un square. Hein, c'était un slogan, et qu'aujourd'hui on essaye de remettre de la végétation à l'intérieur même d'une ville qui, par définition, entre ses voies piétonnes, même si elles sont piétonnes, ça a été d'ailleurs la première ville piétonne de France, eh bien on essaye d'y mettre des arbres, et quand on ne peut pas, on y met de la verdure néanmoins. Donc tout ça pour nous protéger aussi de ces réchauffements. Une dernière question dans la salle. Oui, bonjour, David Arnaud du CERFAV. Qui est aussi un membre de la communauté du KIF, extrêmement actif, qui fait de la formation avec de la réalité augmentée dans les métiers du verre. Dans les métiers du verre. Ma question, elle était, en fait, vous avez un petit peu évoqué la question des métiers d'art tout à l'heure sur l'aspect touristique, et moi je voulais savoir comment est intégré justement toutes ces communautés d'artisans qui sont présents sur le territoire de Metz dans des projets comme Constellation ou d'autres projets numériques. Alors ça c'est peut-être que l'architecte que tu es, pardon. Alors ça dépend. Excuse-moi, il était en train de boire. Je peux en parler. Alors il y a un enjeu sur les différentes pratiques, de les intégrer dans le processus de conception, mais il n'y a pas de passerelle directe entre la programmation que j'assure et la question des métiers d'art sur Metz.
un petit peu plus sur peut-être les autres parcours. Patrick, tu peux peut-être en parler un petit peu. Oui, moi c'est très important les métiers d'art pour moi d'ailleurs parce que effectivement un certain nombre de métiers se perdent. Nous y sommes très très attachés et c'est ainsi qu'à chaque fois que nous le pouvons, dans nos marchés, y compris lors de nos fêtes populaires de la Mirabelle, nous avons toujours énormément de stands qui sont consacrés à cette fonction de l'artisanat d'art et de l'art en général. Et évidemment, on essaie de les faire travailler. Et alors, il faut aussi avoir des rêves. Des fois, on ne veut pas s'impliquer directement en tant que puissance publique sur le choix des commerces, des cellules commerciales, mais on voudrait amorcer en tous les cas le mouvement pour que de la porte serpenoise, je dirais à la cathédrale, ce quartier Outreseille qui est extrêmement typique et qui, c'est vrai, ne jouit pas de l'image qu'il ne mériterait, eh bien, on part déjà d'un certain nombre d'encadreurs, de peintres, et c'est un quartier qui est extrêmement vivant des artistes, qui sont souvent en étage d'ailleurs. On peut le voir lorsque nous faisons parcours d'artistes, par exemple, eh bien, c'est surtout ce territoire, avec cette colline Sainte-Croix, qui est naturellement, je dirais, attire les artistes. Il faut maintenant les montrer davantage. Les relier en fait les événements. Et relier et faire en sorte d'influencer que les commerces qui se libèrent puissent être consacrés à ces métiers d'art. Et puis ensuite, il suffirait peut-être de revoir les enseignes, de faire travailler les ferronniers pour donner un autre cachet à ce quartier, mais c'est effectivement absolument capital. C'est la question pour finir, et c'est une très bonne question, puisque le travail vraiment de qualité que fait le CERFAV, c'est vraiment d'utiliser les technologies pour transmettre les gestes. Donc il capture les gestes des maîtres verriers pour les transmettre aux nouvelles générations. Et un des grands enseignements que David a partagé avec nous hier, c'est qu'en fait, les jeunes sont complètement à l'aise avec ces gestes. Et donc, comme ça utilise les techniques du jeu vidéo, c'est une évidence pour eux qu'il faut les utiliser. Et donc, c'est effectivement dans le même esprit que Constellation, c'est-à-dire patrimoine, héritage et modernité et créativité. Transmission, voilà. C'est le mot de la fin. Une dernière question de Franz. Please, in English, I can't hear you. Or... I have another question. Yeah. As technology allows nowadays, did you think in collectivity? So you're generating effects on the projection systems, no? So you could eventually collect information during the day from the public in the city, or from the inhabitants of the city, or whatever. You can extend it also internationally. You capture the tourism in this way, that you generate your images by the influence of the. Now you can send via telephone. You can send your participation, and then you can sort of intervene in the imageries. Oui, so please. Yes, I got it. You got it, yes. Sorry. On a vu notamment un exemple de la ville de Dallas qui a été mise en scène par une énorme société canadienne qui s'appelle Moment Factory. Alors c'est à Dallas, il y a AT&T qui est un telco. Et en fait, ils ont utilisé un dispositif extrêmement sophistiqué qui pourrait que t'interpeller, de collecte de data, hein, et puis qui faisait changer la programmation en direct sur des écrans, sur des immeubles. Bon, c'est un projet qui est assez pharaonique, mais c'est vrai que quand on voit Constellation, on voit la volonté de la ville de mêler patrimoine et créativité et attraction des talents. Est-ce qu'aujourd'hui, en France ou en Europe, on a envie d'utiliser aussi ces datas, qui sont souvent des datas publiques, hein, donc on ne cache pas, on ne vole rien non plus, simplement on les utilise, on les transforme en création, ce qui fait qu'on a, comme le dit Franz, et c'est une de ses passions, des œuvres qui sont aussi collectives, hein, qui sont aussi numériques, mais qui reflètent ce que la ville est, les mouvements de population. Est-ce que ça fait partie du Constellation 4 points, je sais pas, les versions évolutives? Parce que là, on a des artistes qui s'expriment, et c'est fantastique. Est-ce qu'on peut imaginer que les citoyens ou la collectivité vivent, hein? Franz est un prof et aussi un artiste, donc il a tout de suite fait des connexions. Est-ce que ça fait partie de l'ambition, par exemple, d'un appel à projet ou de choses comme ça? Alors, ça rejoint quelque chose d'assez fondamental, c'est la dimension interactive des œuvres. Que ce soit par l'intelligence artificielle, le data analyzing ou même les interfaces directement par des touch tables ou des choses comme ça. Alors on a des contraintes qui sont liées au flux, on a énormément de public sur les interactivités directes. 1 400 000
Voilà, c'est des scores qui Il y a des fils d'attente. sont importants. Donc, la question de l'interactivité, que ce soit donc, capter les flux, les interfaces directes, c'est-à-dire l'interactivité directe du public, sont des choses qu'on a pu expérimenter par le passé et qui trouvent très rapidement leurs limites en termes de lisibilité de projet en raison des flux importants. Sur l'intelligence artificielle, moi je laisse beaucoup de place aux projets des artistes. Pour l'an prochain, on a 2 collectifs turcs qui sont Ouch et NoLab qui travaillent sur les questions d'IA et qui notamment travaillent sur des installations qui utilisent ces données. Il faut que le projet soit à la hauteur du site et que tout ça fasse sens, qu'on ne soit pas juste dans quelque chose de cosmétique avec un intrant de données, un effet, et puis le tour est joué. Donc il y a vraiment la question du propos est importante. Oui, parce qu'il y a un thème, donc il faut que ça respecte. Il y a un thème, il y a le propos artistique aussi, c'est pas seulement une œuvre qui doit être du data analyzing, mais qui doit vraiment raconter une histoire. Donc je pense que on n'est pas du tout fermé à la question de l'interactivité, de l'analyse. Donc ça dépend vraiment des collectifs artistiques et des projets, mais en effet, ça fait partie évidemment de nos réflexions et ça fait partie des réflexions de la scène art numérique et digital art en ce moment. Je suis désolé, on a une discussion passionnante, on a vu à 360 ce qu'est Constellation et son succès. Je voudrais remercier Patrick Thiel, je sais qu'il a un agenda très chargé et qu'il doit partir, et vous tous, et vous toutes. On va l'accompagner. Et voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est une formidable opportunité de comprendre ce que c'est que le numérique, de vivre l'expérience de Constellation. Il y a 1 400 000 personnes qui l'ont déjà fait, qui le font tous les ans. Donc on ne peut qu'espérer qu'il y en ait plus, et je suis sûr qu'il y en aura de plus en plus. Merci et bravo. Merci Alexandre. Merci. Merci beaucoup.